Bonjour Arnaud Montebourg, merci d'avoir accepté Bonjour cette monsieur, interview bonjour et messieurs, de vous madame, être déplacé, madame, messieurs. et de vous être déplacé dans les locaux de Marianne. Et bien sûr, ça concerne notre première question, le plan de relance du gouvernement qui a été annoncé le jeudi 3 septembre, d'un montant de 100 milliards d'euros, c'est une somme. Un sondage montre que 71% des Français le jugent bon. Est-ce que c'est votre avis? C'est-à-dire que je me mets à la place de tous les Français et je vois ce plan avec les sommes astronomiques qu'il contient et je ne peux que me situer dans les 72%. Parce que, en effet, tout le monde craint aujourd'hui un effondrement économique qui est pour l'instant sous anesthésie des mesures de chômage partiel maintenues et des prêts garantis d'État, mais qui, une fois ces mesures ayant épuisé leurs effets, va nous mettre en situation de vérité par rapport à l'économie. Donc moi, je vois, j'ai une crainte, je suis comme chaque Français, j'ai une crainte des dégâts économiques considérables. Quand on regarde les chiffres annoncés par les professionnels du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, je ne parle pas de l'aéronautique et de l'automobile, ça c'est encore autre chose. On voit qu'on est entre un tiers de faillite, de risque de faillite, et entre 25, un quart et un tiers de risque de faillite ou de fermeture. Donc si vous avez un quart, entre un quart et un tiers de l'économie tourisme et hôtellerie-restauration, il y a 3 300 000 emplois dans le tourisme en France et 1 million d'emplois dans les cafés, restaurants, hôtels-restaurants. Ça fait 4,3 millions. Vous avez déjà, ça veut dire que l'année prochaine, on va prendre 1 million d'emplois rien que dans ces secteurs, plus tous les autres. Le retail, le détail, le commerce de détail, les grands secteurs que sont les compagnies aériennes, l'aéronautique, l'automobile. Donc nous avons des risques d'affaissement économique considérable. Et évidemment, les personnes qui sont concernées, c'est la France des intérimaires, des bacs pro, des BTS. C'est la France, j'allais dire, de l'intérieur. La France invisible et silencieuse qui va prendre très cher. Et il y a une inquiétude monstrueuse dans le pays à laquelle s'ajoute le carnage que risquent de produire les prêts garantis d'État. Car les prêts garantis d'État, je veux dire les choses, je l'ai dit dès le début, les prêts garantis d'État, c'est des dettes qu'on met dans des entreprises qui maintenant sont des entreprises zombies. C'est-à-dire qu'elles sont tellement endettées qu'elles savent qu'elles ne pourront pas rembourser. Et vous avez aujourd'hui 19% des ETI, on a les statistiques des ETI qui viennent de tomber, des gens qui disent qu'il y a à peu près 20% des ETI, c'est-à-dire les tailles intermédiaires, donc c'est les boîtes de plus de environ au-dessus de 100 millions de chiffre d'affaires par là. On sait que là, vous avez 20% d'entre elles, je corrigerai ce chiffre, j'ai reçu ce matin l'information de la délégation des ETI, enfin l'organisation qui les représente, 20% d'entre elles, des chefs d'entreprise, déclarent ne pas être en capacité de rembourser le prêt garanti d'État. Donc on va se retrouver devant le mur de la dette des entreprises. Et là, l'ajustement va être terrible. Bon. Est-ce qu'on peut affronter, justement, est-ce qu'on est prêt face à ça? Par exemple, les tribunaux de commerce, est-ce que... les tribunaux de commerce, c'est ce qu'ils font. Les tribunaux de commerce, ils constatent la défaillance, ils font des plans ils approuvent les plans sociaux. Donc, en fait, vous allez avoir des vagues de licenciements l'année prochaine qui vont être très, très, très importantes. Et donc, on est plutôt parti vers, j'allais dire, on est plus près de 2 millions de pertes d'emplois que 1 million. Je ne sais pas où ça trouve, le moins sera le mieux, mais on est quand même dans cette zone-là. Voilà. Ça veut dire que vous mettez en cause le plan de sauvegarde et le plan de relance. Dès le plan de sauvegarde, il y a un problème, selon vous. Si vous voulez, il y a beaucoup d'acteurs de l'économie qui ont dit les prêts garantis d'État, il y en a eu 120 milliards au mois de juillet. 120 milliards. Bon, ça a aidé beaucoup d'entreprises. Hein. Moi-même, je n'y ai pas fait usage pour les entreprises dont je suis dirigeant. Parce que je sais qu'il faudra rembourser, et puis j'ai les autres crédits à rembourser déjà qui existent. Donc le prêt garanti d'État, le sujet, c'est un besoin de fonds propres. Ce n'est pas un besoin de dette. Le fonds propre, c'est ce qu'on ne rembourse pas et qui est installé dans l'entreprise, j'allais dire, pour la vie. Hein, c'est l'investissement sans limite.
il n'y a toujours pas de solution à ça. J'ai Mais regardé le plan de relance. L'État aurait dû mettre au pot dans toutes les ETI. Bah, écoutez, au Danemark, les entreprises ont eu droit à des subventions dans les petites boîtes, toutes petites entreprises. Ces subventions, c'est-à-dire les pertes d'exploitation, étaient prises en charge, soit par les compagnies d'assurance qui ont été mises à contribution, soit par les foncières dont le loyer était mis à contribution, c'est-à-dire qu'ils effaçaient des charges d'exploitation. Voilà. Soit l'État lui-même pouvait prendre en charge un effacement des charges d'exploitation. Voilà. C'était une forme de subvention pour les petites entreprises, plutôt que de la dette. Pour les entreprises plus importantes, l'État peut parfaitement prendre des positions dans le capital sous une forme. Il y a des propositions qui sont aujourd'hui chaque jour émises par des spécialistes, qui encore je crois hier, une proposition qui a été faite sur des actions qui ne seraient pas dilutives et qui permettraient à des PME, des ETI, d'avoir les fonds propres qui leur manquent pour passer la crise et finalement financer les risques de perte. Voilà. Mais on va se retrouver, s'il n'y a pas de conversion des prêts garantis d'État en fonds propres, et les banques ne veulent pas prendre de position dans le capital des entreprises qu'elles financent. C'est les banques qui ont octroyé les prêts garantis d'État. Donc les banques, sous garantie d'État, vont soit dire je ne recouvre pas, et c'est l'État qui paye, mais ça on ne sait pas. Quand, comment, donc les entreprises vont dire est-ce qu'à un moment, on efface. Est-ce que les 3 milliards annoncés dans les 100 milliards de plans de relance qui sont théoriquement prévus pour monter en fonds propres, est-ce que c'est suffisant selon vous ? Je vais vous dire un mot de cette affaire, parce que c'est un point important. L'État a imaginé des prêts participatifs. Le prêt participatif, c'est quand même un prêt à plus long terme et plus cher que le prêt garanti d'État, mais il faudra quand même le rembourser. Donc sur le plan comptable, vous allez avoir des comptables qui vont dire non, c'est quand même des quasi-fonds propres. Mais sur le plan économique, ça reste de la dette. Donc on n'a pas résolu le problème. Le gouvernement n'a pas, dans le plan de relance, résolu ce problème qu'il faut résoudre. Ça concerne quand même 120 milliards de dettes sur la tête des toutes petites entreprises. C'est un problème idéologique. Deuxièmement, attendez, je vais vous répondre. Après, vous ferez le tri, vous couperez, vous ferez votre travail. Alors, deuxième élément, je vais être long, mais précis. Deuxième élément, ils ont décidé de faire, en effet, à travers des fonds d'investissement que la BPI va garantir ou capitaliser, ils ont décidé, dans le plan de relance, d'investir dans les entreprises. Mais enfin, c'est des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, elles vont investir là où elles ont 15% de rentabilité. Donc on sait comment travaillent les fonds d'investissement. Elles sont dans la maladie de la gourmandise du capital investi. Elles ne sont pas dans une logique ni de relance, ni de sauvetage. Jamais. Sinon, c'est des fonds de retournement. Or, il n'y a pas de fonds de retournement en France qui a survécu, à part un ou deux. Donc on n'a rien de ce point de vue-là. Donc on ne peut pas considérer que le sujet de l'apport en fonds propres dans le capital des entreprises, qui est un sujet stratégique et majeur pour organiser la survie des entreprises dont on juge qu'elles devraient survivre, et il y en a un paquet, eh bien ça n'est pas traité. Donc j'en déduis donc que ce sont des entreprises qui vont mourir et qui sont abandonnées par l'État. Voilà. Tôt ou tard. Voilà. Et cette affaire est une affaire qu'il faut suivre de près parce qu'elle déterminera le niveau d'emploi, de résistance économique et de chômage dans notre pays. Alors vous disiez tout à l'heure, vous comprenez pourquoi une grande majorité des Français soutient le plan de relance, il y a une énorme inquiétude économique. Qu'est-ce qui, d'après vous, ne va pas dans la philosophie de ce plan de relance ? On sait, il est divisé en 3 tiers, une partie pour les entreprises, l'écologie... Alors écoutez, moi j'ai fait l'effort de le lire, les 296 pages, je les ai toutes lues, et j'ai fait un travail, non pas de division en 3 tiers, mais en 2 parties, ce qui est immédiatement opérationnel et ce qui ne l'est pas. J'appelle opérationnel, c'est-à-dire ce qui est de nature à tout de suite être dépensé et donc, ou investi, et à relancer l'économie. Qu'est-ce que la relance de l'économie ? C'est remettre au travail les gens qui vont perdre leur travail. C'est ça la relance. Bon, j'ai fait les comptes, donc j'ai fait 2 colonnes, voilà, vous avez 4 pages. Vous pouvez prendre la photo si vous voulez. Monsieur le photographe est parti, c'est dommage.
vous avez 60 milliards, vous avez 40 milliards pour moi d'opérationnels tout de suite, service civique, l'aide à l'embauche des jeunes, le soutien à la diffusion artistique, la baisse des impôts de production, etc. Ça, vous validez? 40 milliards opérationnels, dans 3-4 mois, ça fonctionnera. D'accord. Okay. Je vais vous dire après les détails. Mmh. Et tout le reste, c'est soumis à permis de construire, appel d'offres, autorisation administrative, enquête publique. Je ne dis pas que c'est mal. Je dis qu'il y a 60 milliards qui relèvent de procédures administratives interminables, inextricables, opaques, et toutes différentes, et qui donc mèneront à ce que cet argent sera dépensé dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà. Quand on met, par exemple, sur le PIA, je sais comment fonctionne le PIA, j'en ai fait fonctionner un. PIA, on a mis 11 milliards sur la 4e tranche du PIA. Je sais que ces 11 milliards, dans 5 ans, ils ne sont toujours pas dépensés. Je le sais. Nous le savons. Pourquoi? Parce que c'est un système technocratique de maîtrise et de contrôle de l'argent public qui fait que on ne le dépense pas. Voilà. Alors, quand je fais ce travail, je reviens ensuite aux 40 milliards. Dans les 40 milliards, vous avez 20 milliards de baisse d'impôts de production. Donc la moitié des baisses d'impôts de production. Je veux revenir sur ce sujet, c'est un sujet important. La baisse d'impôts de production est aveugle, uniforme. Par exemple, moi, bleu, blanc, ruche, j'ai compté les impôts de production que j'ai payés l'année dernière, 2200 €. J'ai perdu 145 000 € de chiffre d'affaires. Mais on me fait cadeau de 2200 €. Je suis très content, mais je ne pense que ça ne changera pas ma situation et ça ne relancera pas mon entreprise. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Je vous prends un exemple concret. Bon. En revanche, quand vous... Donc c'est aveugle, c'est une subvention à des entreprises de toute nature, certaines qui de toute façon mourront parce qu'elles sont condamnées, d'autres qui survivront, et qui, voilà, certaines dont on souhaite qu'elles se développent, d'autres dont on ne souhaite pas qu'elles se développent, bref, c'est aveugle. Deuxièmement, il n'y a aucune contrepartie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de levier pour la relance. Qu'est-ce que disent les syndicats, une partie de la majorité, de l'opposition, à peu près tout le monde? Ils disent, écoutez, on a l'expérience que quand on fait une baisse d'impôts, c'est encaissé par, finalement, l'entreprise qui décide d'en faire ce qu'elle veut. Bon. Moi, je serais d'avis qu'on réfléchisse à des contreparties qui servent, que ces 20 milliards qui sont mis dans l'économie en 21 et en 22 servent la relance de l'économie. Alors comment? C'est quoi une bonne contrepartie? Une contrepartie, comment? Par exemple, moi je serais d'avis qu'on fasse une mesure de baisse d'impôts et quitte à la rendre encore plus forte, c'est-à-dire supprimer les impôts de production, contre la relocalisation d'activités. Je veux prendre l'exemple des Japonais. Le gouvernement japonais de M. Shinzo Abe, qui a dû quitter ses fonctions pour des raisons, je crois, de personnel, maladie personnelle, a, dans son plan de relance, dit « Je mets 2 milliards sur les relocalisations d'entreprises et je vous paye les 3/4 des investissements que vous devez faire à fermer vos usines en Chine, puisqu'en fait l'essentiel est en Chine, et à réouvrir des usines au Japon. Je vous paye les 3/4 de ce que vous dépensez. » Il y a eu 1600... Alors ça, c'est le site du ministère du MITI japonais que nous sommes allés examiner. Il y a eu 1674 demandes de relocalisation pour un montant de 14 milliards d'euros. Donc en fait, cette mesure parfaitement incitative a eu des effets extraordinaires. Pour l'instant, il n'y a que 17 grandes entreprises qui ont relocalisé pour environ 10 000 emplois, mais c'est pas rien 10 000 emplois. Ça, mais pour l'instant. Mais voilà, ça c'est les demandes des entreprises. Donc moi, je serais d'avis que, c'est ma proposition, ma contre-proposition, vous annulez les impôts de production des entreprises qui relocalisent, voilà, et en contrepartie, vous créez des emplois. Mais pas des emplois, je m'engage à, comme General Electric s'était engagé à. Non, des emplois en contrepartie, et tous les ans, on vérifiera. Et comme ça, si les emplois ne sont pas créés, on remet les impôts de production. Vous voyez, c'est tous les ans les impôts de production. Ce débat-là avait été ouvert avec les histoires d'aide aux entreprises. C'était le même raisonnement. On veut bien continuer les aides aux entreprises, mais il faut créer des emplois. Alors, ça la n'a pas été différence fait. entre les aides aux entreprises et là, les baisses d'impôts, c'est qu'il y a déjà une baisse d'impôts qui a été décidée par le gouvernement de M. Macron, c'est la baisse d'impôts sur les sociétés, qui a commencé en 2019, qui
puisque l'impôt des sociétés à 34%, il va finir à 27%. Donc, il y a déjà une baisse d'impôt. Elle est en cours, là, tous les ans. Et on en refait une deuxième. D'ailleurs, je vais vous dire, s'il avait fallu choisir un impôt à baisser, c'était plutôt l'impôt de production que l'impôt sur le revenu des sociétés, les bénéfices des sociétés. Pourquoi ? Parce que le bénéfice est un solde, comme dit très bien, très justement, toute l'industrie française, alors que l'impôt de production, c'est pas un solde. C'est un prélèvement sur les facteurs de production. Justement, juste sur l'impôt de production, pour me faire un peu l'avocat du diable, on dit que c'est un impôt qui pèse principalement sur l'industrie, sur les exportations. Notamment par le fait que ce soit un impôt sur la valeur ajoutée. Est-ce que c'est pas quand même un bon point sur les impôts de production ? Non, mais je suis favorable à la baisse des impôts de production. Mais je vois pas pourquoi. Ou alors, il faut remonter l'impôt sur les sociétés, ou ne pas le descendre, hein, d'une certaine manière. Et ce serait la logique. Ce serait la logique, c'est vrai. Donc on a fait les deux. Donc déjà les deux. Est-ce qu'on est fondé à demander des contreparties ? Je pense qu'on peut les demander. Vous avez aujourd'hui des tas d'entreprises qui font sous-traiter à l'étranger. Elles vont dire, écoutez, moi je rapatrie telle part de ma sous-traitance en France. Vous allez voir, ça aura des effets mécaniques. Donc pour moi, c'est un levier qui manque dans la relance de cette non contenu dans cette mesure, hein, si j'essaie d'être clair. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres contreparties ? Par exemple, l'interdiction des licenciements, vous parliez tout à l'heure de... Moi, je pense que tout ce qui est de l'ordre du slogan ne marche pas. Mais tout ce qui est de l'ordre de l'opérationnel peut fonctionner. Et ça, c'est opérationnel. Vous dites, par exemple, j'en connais des entreprises qui cherchent à relocaliser. Je dis, voilà, vous êtes une entreprise de commerce. Vous décidez d'acheter en Chine vos produits. Puis un jour, vous dites, non, je vais finalement les fabriquer en France. C'est normal qu'on les soutienne, ces entreprises-là. Donc moi, je serais prêt à faire du sur-mesure en fonction, c'est-à-dire qu'on vous baisse d'impôt de production si vous soutenez la France. Puisque c'est une mesure de compétitivité. C'est ça, justement. Et on a raison de défendre notre compétitivité, parce que les autres ne nous attendent pas pour produire. Néanmoins, en contrepartie, puisque c'est une mesure d'attractivité, de compétitivité, il faut qu'elle ait des effets sur les subventions. C'est une subvention sans contrepartie faite à des entreprises, dont certaines, par exemple, on va faire des subventions à Amazon. Ben oui, les impôts de production, on va baisser la fiscalité sur Amazon. Alors évidemment, qu'à chaque fois qu'une mesure fiscale, on va chercher le plus vilain petit canard pour le désigner. Quelle contrepartie on demande à Amazon ? Plus d'emplois en France. Voilà, ils vont localiser davantage. Est-ce que nous pouvons demander, par exemple, Total, entreprise qui ferme des usines en France, je peux vous faire Carlin, La Mède, le bassin de Fos, très bien. On baisse l'impôt de production sur les établissements existants. Quelle contrepartie apporte Total ? Vous prenez les 500 premières entreprises, parce que je voudrais quand même vous donner un chiffre sur les impôts de production, si vous me le permettez, qui n'est pas un mauvais chiffre, que j'ai là. Si vous me le permettez, je crois que je l'ai là dans mes petits papiers. Voilà. Un quart de la baisse va profiter à 280 sociétés. Et les plus petites n'y gagneront que 125 €. Quelle est la source ? Merci. Merci. Une source non autorisée, mais je crois qu'elle est bonne. Je crois qu'elle est vraie. Un quart de la baisse, 120... À 280 sociétés. Donc vous prenez les 1000 premières sociétés françaises. Prenez pas que le SBF 120 ou le CAC 40, prenez les 1000 premières sociétés. On dit voilà, on vous baisse l'impôt de production, qu'est-ce que vous nous proposez en contrepartie ? Les autres, c'est bien. Moi, je suis content d'avoir 2200 €. Moi, c'est 2200, l'entreprise Bleu Blanc Ruche. 2200 € pour 415 000 chiffre d'affaires l'année dernière. Oui, bon, très bien, ça fait 2000 €. Mais ça ne changera rien. En revanche, c'est pour ces grandes entreprises, on peut leur demander un effort. Votre contre-proposition, elle concerne quand même la compétitivité et donc la politique de l'offre. Et le volet des demandes, alors, vous n'êtes pas sur ce volet-là ? Non, mais attendez. Parce qu'on vous posez attend une question. beaucoup là-dessus. Non, mais vous me posez une question sur ce qui marcherait, ce qui ne marcherait pas. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce qui marche. D'abord, vous avez un sujet sur les 10 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté en France. Je voudrais quand même citer la présidente de ATD Quart Monde. C'est pas rien quand même, ATD Quart Monde, d'abord parce qu'ils sont à l'origine d'un certain nombre de propositions dans le champ public qui ont été efficaces, comme par exemple Territoire zéro chômeur. Donc on mérite, c'est une entreprise
c'est une association non gouvernementale, une organisation non gouvernementale qui mérite d'être saluée. Et sa présidente a dit les mesures budgétaires votées en 2018-2019 ont abaissé le pouvoir d'achat de 1% des 9% les plus pauvres et ont augmenté de 6% celui des 1% les plus riches. Donc on a 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté en France. Et les mesures de lutte contre la précarité concernent, j'ai vu, soutien aux personnes précaires, 200 millions d'euros. Soutien aux associations de lutte contre la pauvreté, donc ça c'est Restaurant du Cœur. Hein. Soutien aux personnes précaires, 100 millions, plus l'allocation rentrée de scolaire, 550 millions. On est même pas, on est à 800 millions. Voilà, sur 100 milliards. Donc c'est un plan de relance qui, finalement, ne portent pas assistance aux Français en difficulté. Et ils vont être de plus en plus nombreux. Sur le volet non-assistance à Français en danger. Bon, il faut le reconnaître, c'est un plan technocratique. Et par ailleurs, si je regarde maintenant, alors vous me faites parler de l'offre et de la demande, je n'ai pas fini sur l'offre, mais sur la demande, on n'a pas les éléments aujourd'hui sur la France des petites boîtes qui vont se casser la figure, et des gens qui vont se retrouver sans revenus, eux, sont complètement oubliés. Et si on regarde maintenant les masses, parce qu'il faut faire cette analyse, vous me le permettrez, sur le papier, on a là, en fait, 40 milliards d'opérationnels sur 21-22, donc ça fait plus que 20 milliards sur 20, et si vous enlevez la mesure de baisse d'impôt de production qui n'a aucun levier, ça fait plus que 10 milliards. 10 milliards par an. 10 milliards par an, quand vous avez moins 11% de PIB, c'est-à-dire qu'on a perdu, ça fait combien, Jean-Baptiste 275 milliards de richesses créées en moins. C'est pas le multiplicateur économique, première année d'économie en faculté du monde entier, de Harvard à la Sorbonne, tout le monde l'apprend, c'est 5. Donc si vous avez 10 milliards, vous allez créer 50 milliards de richesses, alors qu'on en a perdu 275. Donc on est à moins d'un point de PIB. Je vois que le chômage partiel passe de 25 milliards à 6 milliards, 6,6. Donc on va être dans une situation, je pense, difficile. Le gouvernement annonce 800 000 emplois détruits. Il espère en sauvegarder 600 000 et en créer 160 000. Je ne vois pas comment il crée les 160 000 et je ne vois pas comment il évite la vague qui arrive sur la France. Voilà. Ça, c'est sur les masses. Ça, c'est l'analyse macro. On aurait dû commencer par ça. Puis après, l'analyse offre-demande. Bon, offre, je vous ai expliqué. Oui, contre-proposition sur voilà. Et sur la demande. Alors, sur la demande, il y a 1 million de personnes à reconvertir en formation professionnelle. Il y a deux solutions. Soit on les laisse aller à Pôle emploi, avec ce qu'on sait, même s'ils ont embauché 3000 personnes à Pôle emploi. Le gouvernement a embauché 3000 personnes à Pôle emploi. Je ne vois pas comment, aujourd'hui, l'appareil de formation est capable de faire passer des gens qui vont perdre leur emploi dans un secteur pour changer de secteur. Il n'est pas adapté à ça. Bon, donc là, on n'a pas... Donc il faut inventer quelque chose qui, pour moi, est de l'ordre de, à la fois la garantie d'emploi, qui n'est pas de maintenir l'emploi, mais de garantir un revenu en contrepartie d'une formation obligatoire. Et tous les secteurs qui sont demandeurs s'y mettent. Ça veut dire qu'il faut créer des écoles d'urgence partout. Les hôtels, pour les gens qui ne sont pas logés, les hôtels qui sont en difficulté, il va falloir les racheter pour les convertir en logement. Et l'agriculture qui est en difficulté, va falloir faire peut-être des tickets alimentaires avec de l'agriculture biologique pour soutenir l'agriculture biologique. Donc en fait, si vous prenez les trois sujets humains qui sont absents du plan de relance, nourriture, logement, travail, quand je dis travail, c'est pour les personnes qui vont le perdre, tout reste à inventer. Mais est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu, parce que vous êtes passé un peu vite là, justement sur des écoles d'urgence. C'est quoi, des écoles d'urgence? Par exemple, j'ai créé une école d'agriculture. Oui. Vous voyez, j'ai créé une école d'agriculture. Donc je sais comment ça marche. J'ai embauché une personne qui passe sa journée à convaincre Pôle emploi, les collectivités locales, les organisations de formation professionnelle à financer la formation de 12 personnes au chômage.
Et il nous faut un temps fou pour financer ça. Alors qu'il y a 35 milliards qui se baladent dans la formation professionnelle. Ça ne devrait pas être compliqué. On n'y arrive pas. Tous les ans, je suis obligé, moi, d'appeler, je sais pas, les grands Manitou, de tout un tas de grandes organisations pour obtenir ça. Et à chaque fois, on me dit, ce que je fais, c'est pas dans les clous, mais je le fais parce que c'est bien ce que vous faites. Donc c'est parce que c'est moi qui le demande. Alors qu'en fait, ça devrait être naturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les secteurs devraient se mettre à, finalement, ouvrir des écoles, formation professionnelle, sur simple initiative. Dans les entreprises qui ont besoin d'embaucher devraient créer des écoles, comme nous on l'a fait dans l'apiculture. Voilà. Alors on a déjà créé, on a fait 2 promotions de 12. Donc Ah, avec des bien, avec, content, avec donc, des vrais élèves. Mais des élèves rémunérés, c'est ce que vous Bah, disiez. ils sont rémunérés parce que, comment voulez-vous, ils ont 40 ans, 50 ans, voilà, c'est pas des étudiants. C'est des gens comme vous et moi qui décident de se reconvertir. Donc il faut quand même qu'ils mangent pendant qu'ils se forment. C'est normal, ça. C'est la formation professionnelle ou continue. Donc ces gens-là, pour créer une école, quand on est une entreprise, c'est l'enfer dans ce pays. C'est l'enfer. Et je parle d'or, parce que je peux vous raconter l'histoire. Je ne vais pas le faire dans vos colonnes. Donc, chaque entreprise qui a des besoins doit pouvoir créer une école. Voilà, c'est comme ça que ça doit marcher. Et avec le soutien des organisations professionnelles. Mais si on commence à donner à des... moi, je crois, hein, c'est ça l'urgence. Voilà, je suis rentré dans le détail. Là. Voilà. D'accord, donc ça, c'est pour les écoles. Ensuite, récupérer les hôtels vides pour les hôtels en faillite, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des gens qui sont à la rue. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se loger. Des gens qui travaillent. Est-ce que vous savez qu'en France, il y a des gens qui sont dans les campings, qui ont un boulot, et qui n'arrivent pas à se loger. Donc il y a un sujet. Il y a un sujet sur le logement. Il y a un chèque logement. Je ne sais même pas, je ne sais pas, mais il y a de quoi faire. Il y a tout ce qu'il faut dans ce pays pour organiser ça. Il y a les ressources et l'imagination. Et alors, juste pour finir, votre triptyque sur l'alimentation, c'est quoi? C'est des tickets d'alimentation? Pourquoi je parle de l'alimentation? Parce que vous avez aujourd'hui seulement... On donne du soutien aux associations de lutte contre la pauvreté. Ces associations assument un véritable service public. Donc il y a un moment... Moi, je suis frappé de voir la queue devant les soupes populaires. C'est allongé en France, à Paris, dans tous les quartiers. Hein, mais incroyable! Là, et vous voyez des gens, j'ai vu des gens qui sont parfois habillés comme moi. Je sais, j'ai pas posé de questions, par pudeur, mais j'ai vu quand même des gens qui regardaient leurs souliers et qui étaient à la soupe populaire, enfin, ou qui étaient à... Donc, il y a un vrai sujet sur la montée de la pauvreté dans ce pays. Le plan de relance ne traite pas cette question. Et pourtant, on a besoin de traiter ce problème. Et comme l'a dit la présidente d'ATD Quart Monde, il serait temps que les associations soient consultées, ou en tout cas travaillent avec le pouvoir public, parce qu'elles remplissent une mission humaine de service public. Je ne comprends pas pourquoi, c'est les restos du cœur, c'est un service public, il faut brancher les restos du cœur sur les projets agricoles. C'est ça que je dis. D'accord. Voilà. Mais, sur l'agriculture. Question... Et je dis des bêtises, là, vous avez l'air de faire des bombes de... Non, pas du tout, pas du tout. C'est que on se dit, mais au fond, ce gouvernement doit manquer d'humanité sur le volet demande et de jugeote sur le volet offre. Mais au fond, pourquoi... C'est vous qui l'avez dit. C'est pas moi. C'est comme ça que j'interprète ce que vous dites. Alors, pourquoi, au fond? Est-ce qu'il y a une sorte de cadre, de règle de jeu économique dans lequel l'État, Macron comme son prédécesseur, devait s'insérer et qu'il faut peut-être au préalable, par-delà des répartitions de tiers entre l'offre et la demande, se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas un problème de cadre, de règle du jeu économique à changer fondamentalement? D'un mot. Écoutez, oui, je comprends votre question. Monsieur le maire, ministre, mon honorable successeur, monsieur Bruno Le Maire, a dit « l'argent ne compte plus ». Bonne nouvelle, mais si l'argent ne compte plus, c'est le reste qui va compter. C'est ce qu'on en fait. Donc là, il me reste... Si l'argent ne compte plus, moi je considère qu'il compte beaucoup. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le cadre européen dans lequel nous sommes, est-ce que c'est ça votre question? Oui. Moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Bruno Le Maire, l'argent ne compte plus, c'est pas vrai. D'abord parce que sur les 100 milliards, il y a 40 milliards qui viennent de l'Union européenne, c'est pas un cadeau.
c'est pas un cadeau parce qu'il va falloir déjà, on le sait déjà, rembourser 67 milliards, c'est-à-dire 27 milliards de plus. Pourquoi? Parce que le plan de relance de 390 milliards européens, dans le cadre de la solidarité, fait que la France va devoir financer au bout du bout 17,3% des 390 milliards. C'est-à-dire qu'elle reçoit 40, elle va payer 67. Parce qu'elle est contributrice nette. Pendant ce temps-là, on a négocié ce petit plan de relance, que je rappelle quand même que M. Breton, pour qui j'ai grande estime, un honorable prédécesseur, lui disait qu'il fallait 2000 milliards. Il n'y en a que 390. Admettons. Et même Mme van der Leyen, pour qui j'ai grande estime, a elle-même donné une taille qui était initialement beaucoup plus élevée. Donc il y a eu ce rétrécissement, et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un certain nombre d'États, très petits d'ailleurs, qui eux-mêmes ont réussi quasiment à équilibrer leur contribution par les soutiens qu'ils ont reçus. C'est à peu près le cas des Pays-Bas et de la Hollande, qui est une nation qui mène de la concurrence fiscale dommageable contre nous, en nous piquant nos sièges sociaux et en nous volant de la matière fiscale. Alors justement, Donc, si vous voulez, non seulement la France paye plus qu'elle ne reçoit, ce qui est normal, elle est riche, mais d'autres pays qui sont très riches et qui nous affaiblissent, eux, sont à peu près à équilibre. Donc si nous, on avait demandé le rabais, comme la Hollande l'a demandé, on paierait 6 milliards de moins chaque année. Sur 10 ans, ça fait 60 milliards de moins. Et... Vrijzat, disait Gainsbourg. Vrijzat, Mister de Dieu. C'est déjà le... Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans l'élaboration de ces participations par rapport au déficit commercial? C'est une question que je me pose souvent. La France a un énorme déficit commercial et elle est contributrice nette à ce plan. Et avant, on ne questionne pas les politiques de concurrence à l'intérieur de l'Europe, entre pays européens. Autrement dit, l'Europe finance aujourd'hui massivement des plans de baisse d'impôts, de compétitivité entre pays européens. Est-ce que ce n'est pas la preuve de dysfonctionnement quand même important? Bah écoutez, on a deux recettes qui alimentaient et équilibraient à peu près. Quand je dis équilibré à peu près, on est juste encore à 60 milliards de déséquilibre. On avait deux recettes qui équilibraient à peu près, qui contribuaient à notre balance commerciale. C'est 57 milliards du tourisme, de recettes du tourisme, et 64 milliards d'aéronautique. Donc là, je m'attends, avec l'effondrement de ces deux postes, au pire. C'est pourquoi la relocalisation doit se faire dans un cadre d'urgence économique et de guerre économique, d'esprit de guerre économique. On devra avoir un cabinet de guerre économique pour relocaliser des activités dont nous avons besoin. On a fixé les termes. On sait à peu près, on est d'accord, l'hydrogène, les protéines végétales, la mobilité, le ferroviaire. D'accord, heureusement, on est à peu près d'accord. Donc, c'est des détails. Mais la question de la relocalisation, comme doit être la contrepartie number one de la baisse des impôts de production, qui est le principal levier du plan. Vous enlevez la baisse des impôts de production, c'est un plan de non-relance. Et comme les baisses d'impôts de production ne font pas levier, bah c'est un plan de non-relance. Justement, malheureusement. Là-dessus, Bruno Le Maire vous Est-ce répond... que c'est clair ce que je dis? Il répond, du charabia. Oui, mais il répond pourquoi contrepartie, puisque finalement, on va compter, si vous augmentez la compétitivité des entreprises, on va compter sur le patriotisme économique des patrons français qui vont, par eux-mêmes, investir en France et créer des emplois. Ça devrait vous toucher, ce raisonnement-là. J'ai entendu Bruno Le Maire dire au MEDEF, je vous en supplie, s'adresser au patronat, je vous en supplie, embauchez des ouvriers français et faites de moins appel aux travailleurs détachés. On attend toujours la réforme de la directive des travailleurs détachés, qui est un scandale, parce que c'est du dumping social à domicile. Vous voulez dire que quand Macron non, mais parle... Monsieur Le Maire, il a dit ça, vous voulez que je vous donne la phrase? Non, mais attends, c'est extraordinaire. Nous allons vous soutenir massivement, mais je vous en supplie, limitez au strict minimum le recours aux travailleurs détachés, faites travailler les ouvriers français, engagez des jeunes, à déclarer. Et de cela dépend le succès de la relance. Donc en fait, l'État se déclare impuissant à relancer
parce qu'en fait, on a compris ce qui se passe dans l'agriculture, dans le BTP, c'est les travailleurs détachés. Donc le terme de souveraineté Donc on va relancer l'économie des autres. Voilà. Avec le déficit commercial et avec la directive travailleurs détachés. Donc le terme de souveraineté économique, pour vous, c'est un non-sens. Ce n'est pas un non-sens parce que... Non, mais dans la la bouche bouche d'Emmanuel d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Si vous voulez, moi je n'accorde pas de valeur au discours. Moi ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est tout ça. C'est ce qui est mis en œuvre, les actes. Les discours n'ont pas beaucoup de valeur par les temps qui courent. J'aurais préféré que ce ne fût pas le cas. Mais malheureusement, on est obligé de s'y habituer. Donc, ce qui m'intéresse, c'est quand même de regarder les actes. Et dans l'ordre des actes, on est loin de la reconstitution de la souveraineté économique, qui est une urgence pour la survie de notre pays. Pour moi, si vous me permettez. Alors, vous nous avez donné des mesures que vous penseriez beaucoup plus adaptées que ce qui a été choisi par le gouvernement, mais quelle serait la philosophie d'un autre plan de relance? C'est quoi l'autre plan de relance possible? On parlait tout à l'heure des 3 tiers. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux Français en 2020, après la crise du coronavirus, sur une relance possible, en sachant que la prochaine élection présidentielle, c'est dans 20 mois? C'est vrai, ça. C'est dans 20 mois. Eh bien, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, à droit économique constant, qui technocratise l'usage de l'argent public, on ne peut pas relancer l'économie en 1 an ou 2. Voilà. C'est tout. Donc soit vous créez des conditions nouvelles de l'usage de la commande publique, c'est-à-dire que vous décidez de passer outre un certain nombre de règles, notamment européennes. Donc il faut sortir du cadre juridique européen. Et il peut y avoir une relance de taille importante, y compris sur les mesures dont beaucoup sont bonnes et annoncées par le gouvernement. Par exemple, quand il y a... Je regarde, entrons dans le détail, c'est très intéressant. Par exemple, le verdissement des ports, 200 millions. Ben ça, dans 5 ans, on y est toujours. Vous voulez que je vous donne... j'ai un truc qui est très intéressant. Amélioration des réseaux électriques. Bon courage. C'est les syndicats d'électricité qui font ça. Donc c'est des appels d'offres. Puis le temps que ça arrive, que les préfets, ils n'ont pas que ça à faire, vous comprenez. Sécurisation des infrastructures en eau potable. J'ai discuté avec les fameux Veolia Suez, qui en ce moment sont en train de se confronter avec l'un des PDG. Il disait il y a 27 milliards de travaux à faire, parce qu'on perd 25% de l'eau potable dans notre pays, qui fuit, dans les canalisations qui ont un siècle. Bon. Donc il dit il y a 27 milliards de travaux à faire. C'est du génie civil, ça. C'est du boulot partout sur le territoire. Là, on a mis 300 millions. Alors, peut-être que Suez exagère son marché, et peut-être que l'État, mais peut-être que l'État aussi n'a pas vu que 300 millions, ça ne le fait pas. Donc, on voit bien que de toute façon, on y est encore pour longtemps. Voilà. Et donc, on sent bien qu'à droit constant, alors je vous parle des friches urbaines, 300 millions sur les friches urbaines. Donc, on va prendre des friches urbaines. Alors, qui est propriétaire, quoi, comment, permis de construire, etc. Rénovation énergétique des bâtiments. On sait que ça ne marche pas, la rénovation énergétique des bâtiments. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le propriétaire n'est pas celui qui y habite et qui paye la facture. Donc, il s'en fiche. Et alors, pour ça, vous pouvez faire des prêts taux zéro, etc. Ça ne marche pas si ce n'est pas obligatoire. On le sait. Il y a 2 milliards. Là, il faut bâtiments publics, rénovation énergétique, logements sociaux. Il faut des permis de construire à chaque fois. Parce qu'à chaque fois que vous faites une rénovation énergétique, il faut un permis de construire. Comme quand vous faites un ravalement de façade. Expliquez-moi pourquoi. Voilà, etc., etc. Donc, je peux vous dire que cet argent-là, les 60 milliards qui ne sont pas opérationnels, et donc, dans 3 ans, ils ne seront toujours pas dépensés. Et juste quand vous dites qu'il faut sortir du cadre juridique européen. Un droit public, ça s'appelle sortir de l'Union européenne. Non, parce que, je vais vous dire, tout le droit économique et financier a sauté ces derniers temps.
les traités sont piétinés. Tous les jours. Le 3%, où est-il passé? C'est fini. Le 60%, c'est fini. Vous savez, le gouvernement, parce que Alain Suppiot, le professeur Alain Suppiot au Collège de France appelle le gouvernement par les nombres. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse plus aux gens, on n'applique que des statistiques. On est devenus les comptables exécutants de règles statistiques. 3%, 60%, etc. etc. Bon, tout ça, c'est fini. Les règles de la concurrence. Madame Vestager a dit, on rebat les cartes. Donc moi, je considère que c'est le moment d'ouvrir l'offensive sur l'intégration juridique excessive du droit européen, sur un certain nombre de règles, dont beaucoup d'ailleurs sont de la surtransposition nationale. Je tiens à dire aussi. Il y a une responsabilité, il y a un goût français de l'utilisation de l'Union européenne pour organiser le contrôle administratif de la société. Bon, je pense qu'il y a des choses à faire. Et il y a une idée, par exemple, des appels d'offres. Non, vous voyez, je ne vais pas aussi loin que vous. Ah non, parce que pour moi, ce sont... C'est une interprétation juridique. Mais oui, mais je ne vais pas aussi loin que vous, parce que je pense qu'aujourd'hui, puisqu'on a réussi à faire admettre par l'Allemagne qu'il y a une dette mutualisée, même s'il n'y a toujours pas de ressources pour la rembourser, donc ça veut dire que ce sont les contribuables nationaux qui vont rembourser. Donc on attend toujours la réponse du gouvernement à ce sujet. Donc il n'est pas certain, c'est pour ça que je disais qu'on va devoir rembourser 67 milliards alors qu'on a reçu 40. S'il n'y a pas d'impôt européen, parce que pour le moment c'est 20 milliards pour 390, hein, c'est à peu près ça, les ordres de grandeur, je pense qu'on va être très très mal. Voilà. Et il n'y aurait pas une idée dans les règles européennes, par exemple sur les marchés publics, est-ce qu'on pourrait re-souverainiser, entre guillemets, la commande publique, c'est-à-dire passer outre les commandes, créer des mesures de relance ciblées sur les marchés français, sur du Made in France? Est-ce que c'est des choses... Je me permettrais de vous dire que nos partenaires et amis autres États membres le font, en dessous du radar. Bon. Donc, nous, on a un problème, c'est qu'on a un système administratif qui est éclaté. Nous avons 120 000 acheteurs en France qui passent tous des appels d'offres dans leur coin. En Allemagne, ils sont 3000. Donc déjà, à 3000, c'est facile, vous les réunissez dans une salle. Vous leur dites, bon, bah maintenant, c'est l'Allemagne d'abord, et c'est ce qu'ils font. Débrouillez-vous. En France, c'est un délit que de favoriser une entreprise nationale. Donc, vous avez tous les acheteurs qui tremblent. On s'appuie sur les règles européennes pour ce faire. Non, non, c'est pas les règles européennes. Les règles européennes, elles sont générales, mais en France, on a organisé un système très très dur. Donc en France, c'est un délit de favoriser une entreprise nationale. Il faut juste le savoir. Donc conséquence, tout le monde a peur d'aller devant le juge d'instruction. Donc il y a un moment, il va falloir qu'on revienne à des règles de marché. Alors ça a été fait pour lutter contre la corruption. Très bien, je ne vois pas la corruption diminuer dans notre pays. Mais je vois en revanche la France se désindustrialiser. Nous avons 100 milliards par an de commandes publiques. C'est totalement absent de ce plan de relance. La commande publique devrait être un des fers de lance du plan de relance. En l'assumant et en organisant autrement l'achat public, c'est-à-dire en le mutualisant sur catalogue. Vous avez l'UGAP qui pourrait parfaitement servir à ça, l'Union des groupements d'achat public. L'UGAP fait un catalogue avec tous les produits et tous les acheteurs sont obligés de passer par l'UGAP. Et c'est terminé. D'ailleurs, on pourrait... comme ça, réduire un peu les frais de structure dans beaucoup de collectivités locales ou d'hôpitaux qui ont besoin de personnel moins administratif et plus soignant, par exemple. Des idées, voilà des idées pour Marianne et vos lecteurs. C'est déjà beaucoup, là. On a fait beaucoup d'articles sur la commande publique. Hein. On a passé... Et sur le plan de relance européen aussi. Aussi. Mais et sur le versant écolo, alors vous critiquiez, vous nous expliquiez tout à l'heure pourquoi la rénovation énergétique ça ne fonctionnait pas. Il y a un choix d'affichage, un tiers pour l'écologie. Est-ce que pour vous il y a des pistes intéressantes? Est-ce que c'est que de l'affichage? Sur l'écologie, tout est bien. Le plan vélo, on est pour. La forêt, c'est très bien. Les protéines végétales, d'accord. Non, mais on n'a pas de problème. Mais c'est non opérationnel, et c'est, par ailleurs, transition agroécologique, 400 millions. Là, il n'y a que des appels d'offres de France Agrimaire. Bon courage.
Je vous écoute depuis tout à l'heure. Vous insistez quand même beaucoup sur la dimension sociale. Vous avez beaucoup parlé d'ATD Quart-Monde. Dans votre interview à Libé, c'était au mois d'avril, si je me souviens bien, vous aviez dit que vous ne saviez plus ce qu'était la gauche. Il n'y a rien à dire de gauche pour répliquer à Emmanuel Macron. C'est pas comme ça par ce que vous disiez à l'instant sur le social. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est que la gauche, puisque la gauche a enfanté Macron. Excusez-moi, je me rappelle quand même de quelques épisodes. Je me rappelle qu'il m'a succédé au ministère de l'économie. Si vous l'aviez oublié, Madame Kemener, là, vous m'impressionnez. Je ne crois pas que vous l'ayez oublié. Donc la gauche a enfanté Emmanuel Macron. Et une partie de la gauche a soutenu et soutient encore Emmanuel Macron. Donc moi, évidemment, je comprends qu'on ne sache pas trop comment ça s'appelle quand on confond la droite de la gauche. Hémiplégique, non? Non, ça c'est vraiment les gens malades. Non, c'est assez normal comme sensation. Oui, quand on confond la droite de la gauche. Bon, donc on a du mal à se situer. Bon, en revanche, je crois que la question c'est la France. La France, on en a parlé. Ça m'intéresse. Et la France, ça concerne tous les Français, où qu'ils se situent. Voilà. Et pour moi, il y a en effet, c'est la France des petites boîtes, je trouve, est totalement abandonnée dans ce plan de relance. Et c'est elle qui va trinquer. Pour moi, hein, c'est dommage. C'est elle qui est abandonnée, en fait. Parce que, et d'ailleurs, ils l'ont compris. Je ne parle pas que des boîtes de nuit, hein, excusez-moi, mais vous traversez les villes de France, et même vous traversez Paris, mais c'est monstrueux. Vous avez des villes fantômes. Mais bon, alors, vous allez me dire que c'est une question très politicienne, mais je ne réponds pas aux questions politiciennes. Non, mais si je commence comme ça, évidemment, vous ne répondrez pas. Mais vous avez lu l'interview de Lionel Jospin dans l'Obs la semaine dernière. Oui. Et alors, lui dit, il appelle la gauche écolo à se rassembler pour peut-être gagner la présidentielle. On peut dire que c'est un peu ce qui a fonctionné à Marseille. C'est pas pour les municipales, c'est pas quelque chose d'intéressant pour vous regarder ce printemps marseillais qui a remporté une ville qui était détenue par la droite depuis des années et des années. Si vous voulez, d'abord, félicitations à Madame le maire de Marseille, parce qu'elle a une partie difficile à jouer. C'est une ville qui a été ruinée par des années de gestion, qui est ruinée, qui n'a pas de marge de manœuvre financière, qui est en grave difficulté et avec des problèmes humains considérables. Donc c'est pas facile et je souhaite à cette équipe de réussir. Moi, je n'ai pas d'opinion sur la façon dont il faudrait s'y prendre pour organiser l'Union. Ce que je vois, c'est qu'il y a des confrontations de contenu qui sont assez fortes. La France insoumise a tiré les leçons du précédent quinquennat. Et il est vrai que la façon dont elle dit, qui est une façon un peu forte, correspond à une part de réalité. Donc il est évident qu'il faut solder le précédent quinquennat. Hein. Mais est-ce que c'est pas en train de se faire, justement, quand vous avez quelqu'un comme Lionel Jospin qui critique assez fortement le Je trouve que Lionel Jospin y aide beaucoup et on peut l'en remercier. Ça, c'est vrai. Mais justement, on l'a vu ce week-end, la droite, elle prépare sa reddition derrière Emmanuel Macron. En tout cas, c'est ce qu'on... Au moment où on parle, c'est ce qu'on constate. C'est quoi la bonne alternance en 2022 ? Comment on se positionne face à un Emmanuel Macron qui veut toujours être une force centrale, qui parle maintenant de coalition, même si on ne voit pas très bien avec qui il ferait davantage coalition qu'aujourd'hui. Enfin, il s'adresse aux déçus, aux socialistes. Il espère élargir un peu de ce côté-là. Il espère encore élargir du côté droit aussi. C'est quoi le plan B ? Il y en a un plan B. Si vous voulez, prenons les choses par un autre bout, qui est le contenu. Emmanuel Macron, le projet qu'il a eu pour la France, c'est un projet d'adaptation aux injonctions de la mondialisation. Et donc c'est un projet néolibéral, avec des décorations, comme dirait Lionel Jospin, je le cite, ornées de progressisme. J'aime beaucoup cette formule, avec quelques décorations. Bon. Le vrai projet, c'est un projet de reconstruction nationale avec toutes les forces capables de le faire. Refondation de la démocratie, car on ne peut plus continuer à vivre dans un système autocratique.
On a un problème avec ça. J'ai défendu la 6ème République depuis longtemps, j'en sais quelque chose. Et finalement, quand j'ai écrit en 2006 un livre qui s'appelait La Constitution de la 6ème République, on avait, avec des juristes, écrit la Constitution. Franchement, il n'y a pas enlevé une ligne. Et on a perdu quand même beaucoup de temps à, j'allais dire, organiser la responsabilité politique et l'équilibre des pouvoirs qui existe dans toute démocratie, qu'on n'a pas chez nous et qui est un énorme problème, et y compris dans les collectivités locales. Hein. C'est un sujet, la prégnance impériale est un problème dans notre pays. Bon. Donc ça, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Deuxièmement, la façon dont on peut arriver à corriger le système économique qui est extrêmement prédateur et qui est destructeur pour la France. Donc c'est un système qui est trop financiarisé, trop anglo-saxonisé, et revenir à un capitalisme, j'allais dire, rénant et humain. Quand je dis rénant et humain, c'est-à-dire où il y a de la codécision, il y a du partage du pouvoir et du capital, et les Allemands savent faire ça, les Italiens ont trouvé une formule à leur manière. Donc ça, c'est une refondation aussi sur le plan économique. Ça, vous avez besoin du patronat, des syndicats pour le faire. Vous le faites pas, vous le faites en rassemblant des gens très disparates et très différents. Voilà. Le modèle social lui-même va devoir montrer beaucoup de résistance, de capacité de résistance dans la période actuelle. Mais est-il performant? On met 35 milliards dans le logement, et regardez, il y a des millions de Français qui n'arrivent pas à se loger. On peut se poser des questions quand même. Dans la formation professionnelle, regardez où on en est dans la formation professionnelle. Voilà, donc il y a des choses à faire, et il faudra les faire avec tous ceux qui ont le souci de reconstruire ce pays sur des bases, j'allais dire, comment pourrais-je qualifier ça, sur des bases républicaines. Voilà. Mais il faut une refondation politique avant la refondation, avant la reconstruction nationale dont vous... C'est bien la conclusion de cet entretien. Vous y croyez au fait de s'entendre avec le patronat quand on met un curseur à gauche sur la régulation du capitalisme? Il faut un compromis, historique. Après la violence du néolibéralisme, il faut un compromis historique pour permettre aux nations de se redresser. Et donc, il faut que tout le monde soit autour de la table. Et quand vous entendez le président du MEDEF dire qu'ils ont à peu près obtenu tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils ont demandé sur le plan de relance? C'est qu'ils ont le téléphone du président de la République, mais d'autres devraient l'avoir, et ils sont beaucoup plus nombreux. Ils ne doivent pas être les seuls à avoir le téléphone du président de la République. J'entends l'oreille du président de la République. Voilà. C'est nécessaire d'avoir des compromis. Je ne parle pas de consensus, je parle de compromis. Qu'est-ce qu'on échange pour que tout le monde gagne et que l'ensemble, qui s'appelle la France, gagne? Le compromis gaulo-communiste, c'était un peu ça. Oui, mais il y avait, on se met autour de la mais il y table, avait les tout le monde. chars russes à la frontière au Comecon. Donc ça crée une certaine ambiance. C'est encore plus difficile. Les chars russes menaçaient aux frontières. Oui, c'est encore plus difficile de mettre les communistes autour de la table dans ces conditions. Là, il y a une ambiance de crise quand même. C'est vrai. En tout cas, mon sentiment, c'est que le projet d'Emmanuel Macron a vécu. C'est un projet qui a échoué parce que c'est un projet qui n'a pas le soutien de la grande masse des Français. Voilà. Ça, c'est mon sentiment. Et donc, il faut inventer l'après. Voilà. Conclusion. Merci beaucoup. J'ai quand même répondu à vos questions. Choisis.